Chère Mathilde Montauban, vous terminez actuellement une thèse de doctorat sur le thème « Le pouvoir discrétionnaire de l'administration en droit anglais » à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, sous la direction des professeurs Denis Barranger et Olivier Jean-Jean. Depuis l'automne 2020, donc depuis un peu plus d'une année, vous êtes aussi assistante de recherche auprès de ma chaire Droit international des institutions au Collège de France, où j'ai le plaisir de travailler avec vous. Vous venez de recevoir le prix 2021 de la Fondation Hugo du Collège de France, dans les locaux de laquelle nous sommes accueillis aujourd'hui. L'objectif de cet entretien est de mettre en valeur les travaux qui vous ont valu ce prix. Donc permettez-moi peut-être tout d'abord de vous présenter en quelques mots, non pas parce que ça vous intéresse particulièrement, j'imagine, mais pour nos spectateurs. Vous êtes titulaire d'une double maîtrise en droit français et anglais de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du King's College London, d'une maîtrise recherche de droit public fondamental de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'une maîtrise recherche de droit public comparé de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vos disciplines de prédilection et de spécialisation sont les droits publics, tous les droits publics, administratifs, nous l'entendrons, constitutionnels, contentieux, aussi bien anglais que français, et la théorie du droit public. Vous êtes la jeune auteure d'un ouvrage sur le référendum d'indépendance de l'Écosse qui a été publié par l'Harmattan en 2016. Alors, pour commencer cet entretien, j'aimerais vous demander de bien vouloir présenter votre projet de thèse en quelques minutes et nous donner les principaux arguments en quelques mots pour que nous puissions tous saisir de quoi il en retourne dans ce sujet exceptionnellement intéressant. Je vous remercie, Madame la professeure. Je travaille donc sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration en droit anglais. Il s'agit d'une thèse de droit public, plus précisément de droit administratif, vous l'avez dit, c'est-à-dire le droit qui réglemente l'État en action, avec lequel nous sommes tous quotidiennement en contact, en tant qu'usagers du service public, en tant que destinataires de mesures restrictives de liberté pendant la crise sanitaire, ou encore en tant que contribuables. Il s'agit d'une thèse de droit. D'autres disciplines ont abordé la question du pouvoir discrétionnaire, comme la philosophie, la sociologie ou encore l'économie. Mais ici, je tente de rendre compte juridiquement du pouvoir de l'administration. Je m'interroge sur ce que le droit dit du pouvoir, sur la place du droit dans la définition et la limitation du pouvoir. Le pouvoir discrétionnaire, ou discretion en anglais, c'est schématiquement la marge de liberté qui est laissée à l'administration par le droit pour décider en opportunité, c'est-à-dire imposer juridiquement sa volonté, selon son appréciation de ce qu'exige la situation. Autrement dit, c'est un pouvoir de choisir qui se distingue des hypothèses dans lesquelles l'administration est la simple exécutante d'une norme qui aurait entièrement prédéterminé la réponse à apporter. Ce thème de recherche, le pouvoir discrétionnaire, soulève des enjeux théoriques au cœur du droit et du droit public. La question de l'indétermination du droit, qui renvoie à celle de l'interprétation, la question de la définition de la séparation des pouvoirs, la relation exécutif-législateur-juge, celle aussi de la définition de la nature du pouvoir administratif et celle, bien sûr, de la protection juridique des individus face à l'État, puisque le régime et la notion du pouvoir discrétionnaire permettent de distinguer ce qui relève de droits de l'individu de ce qui relève de privilèges de l'administration. Le sujet soulève aussi, et c'est lié, de nombreux enjeux pratiques. Le Brexit en a constitué un exemple, puisque le contentieux relatif à la notification du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a conduit à préciser l'étendue du pouvoir discrétionnaire de prérogative royale dont jouit l'exécutif. On peut aussi mentionner des exemples plus concrets, peut-être, comme celui de l'obtention d'un titre de séjour, celui de l'obtention d'un passeport ou de prestations sociales, ou encore la question de la participation des individus aux décisions administratives par le biais de demandes ou de consultations, notamment en matière d'urbanisme et d'environnement. La notion de discretion structure le droit et le contentieux public anglais. Elle n'a donc pas tout à fait le même sens ni la même portée que le pouvoir discrétionnaire du droit administratif français.
Il en est ainsi parce que les deux droits n'ont pas la même conception ni du droit ni de l'État, ce qui entraîne des définitions différentes de la séparation des pouvoirs, de la relation juridique entre l'individu et l'État ou encore de la distinction public-privé. Et précisément, il me semble que la notion de discretion révèle une conception spécifique de l'État et du droit public. C'est ce que j'essaie de démontrer en mettant aussi en évidence le mouvement de redéfinition du pouvoir public, tant dans ses fondements juridiques que dans son contenu, donc aussi bien son domaine d'application et ses limites, que ses critères de légitimité. Mais plus généralement, il me semble que le pouvoir discrétionnaire est le nœud de la relation entre l'individu et l'État, le nœud de la séparation des pouvoirs, que c'est un pouvoir aussi inévitable qu'indispensable et qu'il mérite donc d'être nommé et étudié pour mieux comprendre l'état du droit et de l'état de droit. C'est tout à fait passionnant, vraiment un vaste programme. C'est non seulement passionnant du point de vue de la théorie générale du droit public et de la théorie évidemment de l'État en Europe, mais il me semble aussi très actuel. Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que je pourrais vous demander d'en donner davantage, peut-être des domaines d'application dans lesquels vos arguments pourraient avoir un écho et avec quels effets potentiels ? Alors, le pouvoir discrétionnaire a des domaines d'intervention privilégiés, comme le droit des étrangers, des prisons ou de la fonction publique. Mais en réalité, il intervient dans toute l'action et dans tous les actes administratifs, à des degrés divers. Mes éléments d'analyse peuvent donc contribuer à fournir des clés de lecture pour rendre compte du développement contemporain de l'action administrative et du droit et du contentieux public. Je peux peut-être donner 2 exemples d'actualité brûlante du sujet pour être plus clair. Le premier, assez inévitable, est celui de la réaction à la pandémie de Covid-19. Celle-ci a conduit à un renforcement significatif du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif et de son administration, notamment à travers de larges lois d'habilitation, accompagnées d'un contrôle politique faible et d'un contrôle juridictionnel déférent. Mes recherches sur la conciliation du pouvoir discrétionnaire avec le principe de rule of law, c'est-à-dire le principe de prééminence du droit, on dirait en français état de droit, mes recherches sur la justification du pouvoir par la responsabilité, aussi bien juridique que politique, mes recherches plus généralement sur le double visage du pouvoir discrétionnaire, entre risque de glissement vers un pouvoir arbitraire et indispensable possibilité d'action, sont autant d'éléments qui permettent d'identifier et de mesurer le caractère exceptionnel, au sens juridique du terme, des pouvoirs actuellement exercés par l'exécutif et son administration. Un autre domaine d'application d'actualité et qui a de l'avenir est celui de l'administration artificielle, c'est-à-dire le recours à des algorithmes ou à l'intelligence artificielle tant dans le traitement des dossiers que dans la prise de décision administrative. Ces techniques conduisent à une apparente réduction du pouvoir discrétionnaire, puisque l'appréciation de l'agent de l'autorité administrative est remplacée par l'algorithme, dans un souci d'efficacité et de neutralité. Mes recherches permettent de montrer que cette apparente réduction conduit à abandonner une partie des vertus du pouvoir discrétionnaire, de flexibilité, voire de reconnaissance de la dignité de l'individu que permet le pouvoir discrétionnaire d'examen individuel du dossier. Ces techniques renouvellent aussi les questions de transparence et de dilution de la responsabilité dans la prise de décision publique, puisqu'elles risquent de brouiller l'identification des auteurs et des critères de la décision, notamment par le biais du recours à la contractualisation et à l'intelligence artificielle. En réalité, on a sans doute davantage à faire à un déplacement du pouvoir qu'à une réelle réduction du pouvoir. Et il me semble qu'appréhender la question par le biais du pouvoir discrétionnaire permet de révéler ces tensions qui affectent directement les individus. Alors, vous travaillez en langue française sur le droit anglais, ce qui en soi est curieux, ou en tout cas ne peut qu'à mon avis susciter la curiosité ou l'intérêt de nos auditeurs ou de nos spectateurs.
Et quel est l'attrait de cette méthode selon vous, en fait? Qu'est-ce que le fait d'étudier du droit anglais en français, donc avec des catégories conceptuelles différentes, vous apporte? Et quels sont plus généralement les enseignements que vous tirez des expériences que vous avez faites dans vos thèses sur la manière de faire du droit public et la manière de faire du droit public comparé? Alors, cette question a figuré parmi mes premiers objets de réflexion lorsque j'ai commencé ma thèse, et je me suis beaucoup nourrie de la riche littérature sur le droit public comparé, à la fois sur ses fonctions, donc harmonisation du droit, identification d'un droit commun ou connaissance critique, et sur sa nature, entre outils épistémologiques et méthodes. En réalité, ma thèse se situe à la frontière d'une étude de droit étranger et d'une étude de droit comparé stricto sensu, pour autant qu'on puisse les distinguer. J'étudie le droit anglais pour lui-même, sans confrontation systématique avec un autre droit. Je n'ai pas non plus pour ambition, même si j'ai travaillé par ailleurs sur ces questions, d'identifier des éléments d'un droit administratif global, et encore moins d'utiliser le droit anglais comme instrument pour suggérer des réformes en droit français. Néanmoins, le fait de travailler, le fait d'écrire dans une autre langue invite déjà à la comparaison de ma part et de la part des lecteurs, et la comparaison intervient aussi dans mes développements par des références aux droits français, aux droits européens et à d'autres droits de common law, comme le droit canadien, australien ou encore états-unien. Si faire une étude de droit anglais contribue à la théorie du droit public, c'est aussi une manière de faire du droit comparé. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière, mais en tout cas, l'étude systématique et approfondie du droit étranger est un préalable nécessaire. Je travaille donc en français sur le droit anglais, alors que l'arrière-plan symbolique de ces langues n'est pas le même, de même que le substrat intellectuel du droit anglais, en raison notamment de traditions philosophiques différentes, de même que son histoire, ses grands principes structurels, constitutionnels et procéduraux, mais aussi la manière de penser en juriste, de raisonner dans ce droit. L'ensemble de ces différences, qui sont autant de difficultés, doit toujours être gardé à l'esprit. Elles invitent évidemment à l'humilité et exigent surtout de se justifier en termes de méthode, comme le fait d'ailleurs tout chercheur engagé dans une démarche scientifique. En termes de méthode, justement, si je devais retenir des enseignements, ce serait à la fois dans les phases de recherche et de rédaction, de maintenir un équilibre entre, d'une part, un point de vue interne, qui exige de ne pas voir le droit anglais à travers la lentille déformante du droit français, et d'autre part, le maintien de réflexes de juristes français, puisque ceux-ci nourrissent la conceptualisation et la construction du droit étranger. Il s'agit en fait d'éviter deux écueils. D'une part, le premier, c'est de vouloir faire entrer le pouvoir discrétionnaire du droit anglais dans la structure conceptuelle du droit français, voire de le critiquer s'il n'y entre pas comme étant défectueux, ce qui conduit à des contresens et des anachronismes. Et autre danger, celui de ne dire que des banalités, de simplement traduire par manque de recul critique et par sentiment d'imposture. Le fait d'avoir commencé mes études en Angleterre et d'avoir eu comme premier contact avec le droit anglais m'a sans doute, du moins je l'espère, aidé et à limiter le dépaysement. Ensuite, en termes de méthode, il a fallu évidemment beaucoup de rigueur dans l'analyse des sources et il a fallu aussi un certain décloisonnement des disciplines juridiques, notamment droit public, droit privé, mais aussi au sein du droit public, et aussi, au moins dans les phases de recherche, une approche plus pluridisciplinaire pour mieux rendre compte du contexte du droit anglais. À condition de se justifier de sa méthode, et c'est aussi l'objet d'une introduction d'une thèse de droit, le fait d'étudier un droit étranger dans une autre langue a plusieurs attraits. D'abord parce que la démarche implique de façon inhérente une dimension critique. Elle permet d'identifier des questions qui ne se posent pas ou alors ne sont pas formulées ainsi, ni par la doctrine ni par la jurisprudence du droit étranger. Par exemple, dans ma thèse, la question de l'unité de la volonté publique, celle de l'État en droit anglais.
Cette démarche permet sans doute aussi de s'émanciper plus facilement de doctrines orthodoxes du droit, voire de manières habituelles de faire du droit administratif. Je pense ici à l'éloignement vis-à-vis de l'angle strictement contentieux. Et de façon plus générale, cela permet aussi de proposer de construire autrement le pouvoir discrétionnaire du droit anglais, peut-être de façon plus conceptuelle et avec des éléments d'analyse qui peuvent éventuellement compléter ceux de la doctrine de common law. Ensuite, dans un second temps, en miroir, l'intérêt d'une telle démarche réside aussi dans ce qu'elle peut nous dire du droit français et de la science juridique en France. Donc je renvoie ici au droit comparé comme outil de compréhension critique du droit. Dernier attrait que je peux mentionner, c'est celui de la contribution du droit comparé à la théorie du droit. Donc si je devais résumer tous ces enseignements, ce serait sans doute tout simplement de faire du droit étranger et du droit comparé pour comprendre évidemment la complexité du réel juridique et plus fondamentalement parce qu'il me semble que la mise en perspective comparative est un élément de la méthodologie juridique et est indispensable à la théorie du droit. Vous travaillez depuis un an avec moi. Donc, comme je l'ai dit en début d'entretien, c'était pour moi un vrai plaisir de pouvoir travailler avec vous, et une comparatiste et théoricienne du droit public. Mais en venant travailler pour la chaire, vous êtes venu travailler dans un domaine qui n'était pas encore tout à fait le vôtre, mais qui l'est devenu depuis, qui est celui du droit international et européen public. Et j'aurais aimé savoir ce que ce passage en droit international public a pu vous apporter dans vos recherches, dans votre questionnement méthodologique tel que nous l'avons entendu aujourd'hui, et puis pour votre argumentaire de thèse. L'intégration du droit international et du droit européen plus spécifiquement m'avait très vite semblé assez indispensable à la bonne compréhension de mon sujet de thèse. Et c'est aussi ce qui avait motivé ma volonté de travailler au service de votre chaire. Mais ce travail au service de la chaire m'a permis d'abord d'identifier éventuellement une autre portée de mes travaux en termes de construction du droit international, voire d'un droit transnational à partir du droit comparé, et m'a permis d'élargir mon approche et d'approfondir ma réflexion, notamment par le contact avec d'autres sources. Par exemple, la réflexion en termes d'institutions a permis de réinterroger la place de l'organisation territoriale du Royaume-Uni, ce qu'on appelle la dévolution, dans ma thèse. De même, l'approche comparative et en termes de philosophie du droit international a nourri ma réflexion sur les questions de neutralité et d'universalisme en droit et du droit, et a aussi conforté mon choix de restituer les spécificités de la conception anglaise de l'État plutôt que d'en dénoncer l'absence. Plus précisément, le travail au service de la chaire a confirmé l'apport des droits internationaux et européens, alors aussi bien du droit de l'Union européenne malgré le Brexit que du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, pour établir une grille d'analyse du pouvoir public. J'en donnerai 3 raisons rapides. La première, c'est que le droit international, et plus spécifiquement les droits européens des droits de l'homme, contribuent à la définition du contenu, des titulaires et de la portée des droits dits fondamentaux, et contribuent donc à la définition du lien juridique entre l'individu et l'État. Et ils influent aussi, de ce fait, sur la définition du droit public, notamment sur la question de sa subjectivisation, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, le passage ou retour d'un droit pensé à partir du pouvoir public à un droit pensé à partir des droits des individus. Deuxième raison, ensuite, c'est que le droit international aussi est aux prises avec la distinction public-privé, et ça sera d'ailleurs un des thèmes privilégiés de la chaire cette année, et le droit international contribue aussi à la définition du pouvoir discrétionnaire public en droit interne. L'exemple le plus évident, c'est celui du respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, dont le respect est imposé aussi aux personnes privées exerçant une fonction dite publique, au terme du Human Rights Act de 1998 en droit anglais.
Et le dernier élément, et qui est sans doute le plus fondamental, c'est que à la fois le droit international et les droits européens contribuent à la définition de l'État et des fonctions de l'État. Ils contribuent à la définition de la séparation des pouvoirs et en réalité, je crois, contribuent au renforcement de l'exécutif en droit interne. Et ils contribuent aussi à la définition de la bonne administration ou du bon gouvernement dans l'État en imposant des standards ou principes d'action, des principes de bonne administration, par exemple des exigences de cohérence, de diligence, de publication, qui sont autant d'exigences de justification de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'exécutif en droit interne. Merci beaucoup. Je me réjouis beaucoup personnellement de lire cette thèse et de pouvoir en profiter dans tous ces détails. Je suis certaine que les personnes qui nous ont entendus aujourd'hui seront aussi très curieuses de pouvoir la lire. Donc vous avez tous nos encouragements pour cette fin de thèse que nous savons toujours être une phase difficile et rude. Nous avons tous passé par cette phase-là. Donc merci infiniment pour l'entretien d'aujourd'hui. Bonne chance pour cette fin de thèse et au plaisir de vous lire. Merci Mathilde. Merci beaucoup, Madame la professeure.